L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Bertrand Delanoë, nous sommes ravis avec Perrine de vous accueillir ce matin. Vous avez écouté avec attention, beaucoup d'attention, l'éditorial de Guillaume Tabar qui décrit quand même avec la subtilité qui le caractérise un Jean-Marc Ayrault un petit peu en panne d'autorité. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous ressentez? Non, justement, je vais dire, c'est pas ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est que la situation est très grave. Et que les Français vont mal, la France va mal, il n'y a pas que la France d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont élu et François Hollande et une majorité de gauche. Et Jean-Marc Ayrault est dans le sérieux, la gravité, le travail, il fait pas d'esbroufs, c'est vrai. Et je trouve il paraît que les députés socialistes ne l'écoutaient pas avec l'attention requise pour des journées parlementaires qui interviennent justement après la prise du pouvoir. Je ne sais pas, puisque moi j'ai anticipé il y a 11 ans et demi sur le non-cumul des mandats, donc je ne suis pas aux journées parlementaires. En même temps, les députés aussi, ils sont représentants d'une population qui doute ou qui souffre. Et donc, les députés aussi, ils sont sans doute dans une attente, dans un besoin. Oui, mais Valls, Payon, Philippe Petit, Cahuzac, est-ce qu'ils n'en font pas déjà, et d'ailleurs Perrine y était, elle va enchaîner, à Dijon, est-ce qu'ils ne font pas déjà à peu près ce qu'ils veulent? Regardez les 40 000 profs. Vous avez cité des personnalités qui ont du talent, qui ont des convictions, et qui, je crois, sont, à mon avis, des bons ministres. Simplement, c'est vrai qu'il y a sans doute encore du chemin à faire pour que chacun joue collectif. Donc il faut siffler la fin de la récré? C'est ce que vous avez envie? Oh, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que il y a des bons résultats de ce gouvernement, à mon avis. Il y a un potentiel formidable, il y a du talent, mais on est dans une situation tellement grave, historiquement, qu'il faut être particulièrement courageux, parfois un peu dans l'abnégation, parce que c'est comme sur un terrain de rugby, quand vous avez une situation qui est objectivement difficile, vous avez intérêt à jouer collectif si vous voulez marquer. Mais ça, c'est le thème de la campagne électorale, Bertrand Delanoë. Vous avez entendu Nicolas Sarkozy reprocher à François Hollande de nier la crise, puis à Châlons-en-Champagne, il a dit la crise est d'une profondeur extrême, et la droite a ironisé sur cette découverte de la crise. Non, mais attendez. La situation est grave, ça ne veut pas dire que le Premier ministre est adapté à la situation. Vous ramenez M. Sarkozy, ce qui est sûr, c'est que la droite, M. Sarkozy, M. Fillon, M. Copé, ont particulièrement aggravé les choses. 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires, 3 millions de chômeurs en France, 70 milliards de déficit du commerce extérieur. Bref, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont complètement, si je peux me permettre, pourri la situation qu'a trouvé François Hollande, qu'ont trouvé Jean-Marc Ayrault et tout le gouvernement, et les membres de la majorité parlementaire. Bon, donc face à cela, il faut faire preuve de beaucoup de sérieux, beaucoup de solidarité, mais c'est vrai que l'audace, la créativité, la recherche de l'efficacité sont aussi des principes régulateurs, si j'ose dire. Alors Perrine, question. Est-ce que vous trouvez la ligne de conduite du gouvernement assez claire? On parlait effectivement Sur des quoi, doutes. madame? La ligne du gouvernement, notamment en matière économique, on parlait tout à l'heure, Guillaume Tabar le disait, des doutes, des flottements des parlementaires socialistes à Dijon pendant 2 jours. Comment vous l'expliquez? Mais je ne sais pas à quoi vous faites allusion sur la clarté de la ligne du gouvernement. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a qu'un seul sujet à l'ordre du jour, le redressement de la France et redonner confiance aux Français par un vrai esprit de justice qui doit se traduire dans toutes les mesures, que ce soit les mesures budgétaires, et ce matin, de vos éditorialistes commentaient avec, je trouve, là, beaucoup de pertinence, les efforts qui sont faits dans certains secteurs, exactement, et en même temps, le courage dont fait preuve ce gouvernement. Le fait de donner la priorité à l'éducation, on va voir quelles sont les conséquences budgétaires et quels sont les postes vraiment qui doivent être créés en 2013. Mais l'idée, en même temps, qu'on est courageux, sérieux, pas démagogue sur la réforme fiscale. Dire que la priorité, c'est la jeunesse, l'éducation, les moyens de la formation, mais c'est ça aussi le redressement du pays. Jusqu'à 40 000 profs, il en fallait dont on n'a pas le moindre centime pour les payer. Attendez. D'abord, c'est des profs qui devaient être supprimés et qui ne le seront pas. Ensuite, je vous rappelle qu'au cœur de l'engagement de François Hollande, il y a l'éducation, la jeunesse, et donc 60 000 adultes auprès des enfants de France dans l'éducation nationale. Il n'y a pas que les profs, je vous signale. On a beaucoup parlé, vous parlez de la droite. Ils en ont parlé de la violence à l'école. Bon, mais ils ont enlevé, en même temps qu'ils parlaient de la violence à l'école, ils ont enlevé tous les postes d'encadrants
pour justement mettre la sérénité dans les établissements scolaires. Mais c'est pour ça qu'il demande à Payon dans quelles administrations on va retirer ce qui est Attendez, ajouté. le budget n'est pas acté actuellement. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a du courage, il y a du sérieux budgétaire et en même temps qu'il y aura, je l'espère, je le pense, il y aura des mesures susceptibles de montrer aux Français que quand ils ont voté pour le changement, ça a donné des résultats pour leur vie et notamment pour le sujet qui les préoccupe le plus, la vie de leurs enfants, l'éducation de leurs enfants. Perrine, question. Alors, l'opinion est majoritairement contre, dans un dernier sondage, le droit de vote aux étrangers au municipal. Il n'y a pas non plus de 64%, dernier sondage. Selon le dernier sondage. Il n'y a pas non plus de majorité des 3/5 au Congrès. Est-ce que dans ce contexte, il faut absolument faire cette réforme dès 2013 ? Je trouve, madame, que vous allez trop vite. Parce que pendant des années, jusqu'à ces dernières semaines, beaucoup de sondages disaient qu'il y avait une énorme majorité de Français qui étaient favorables au droit de vote des étrangers aux élections municipales. Là, visiblement, il y a un retournement. Vous allez de aussi un tendance. petit peu vite sur les 3/5, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que manque c'est un 30 engagement parlementaires environ. clair du président de la République et que les Français ont voté pour François Hollande en connaissance de cause, en sachant qu'il s'engageait à permettre, dans un contexte d'intégration, de rassemblement, de cohésion, de permettre aux étrangers qui vivent depuis longtemps en France, qui payent leurs impôts, non pas d'avoir le droit de vote aux élections nationales, mais d'avoir des droits dans la vie de la cité, donc pour les élections municipales. Donc d'après vous, on ne renonce pas. Il faut le faire. Ma préférence serait que cela puisse s'appliquer pour les municipales de 2014. Donc il ne faut en pas 2013. perdre de temps. Il faut préparer le chemin parlementaire. Le chemin parlementaire, c'est le vote du Sénat, le vote de l'Assemblée nationale et le la vote du recherche des Congrès. 3/5 pour que la réforme constitutionnelle puisse se faire par voie parlementaire. C'est peut-être possible parce qu'il y a eu souvent des déclarations de personnalités de droite qui parfois sont contredites, ça c'est M. Sarkozy, mais d'autres qui sont restés fidèles Si on regarde le dernier à vote ce au progrès. Sénat sur la proposition de loi qui a été votée fin chère 2011, madame, les centristes, la droite, ont voté essayons contre. de rechercher ces 3/5. Essayons vraiment de les trouver. Si jamais on ne les trouve pas, la question se posera, est-il opportun et possible de faire un référendum au printemps prochain sur cette question? On verra à ce moment-là. Vous savez, l'art de gouverner, c'est d'être clair dans ses principes, de prendre les actes qui permettent d'aboutir aux résultats qui sont conformes à vos principes. Et après, de gérer la réalité. La nier, c'est une faute politique, et vouloir s'y soumettre systématiquement est une faute politique aussi, parce que ça, c'est l'immobilisme. À vous entendre, dans une forme olympique comme ça le matin, on se dit, mais alors c'est pas moi qui vais le dire, ça va être mais que va-t-il faire après 2014? Mais Parce que finalement, comment si Jean-Marc Ayrault a un coup de pompe, maintenant que Martine Aubry est dans une situation, disons, de réflexion... Apparemment, Martine Aubry a dit qu'elle était disponible, si j'ai bien lu pourquoi Paris pas Match. vous? Ah, j'étais étonné que vous n'arriviez pas à en parler, parce que c'est un sujet qui, en Après, on va parler de la général... Tunisie. Hein. Ah bon, c'est peut-être plus urgent Non, de parler mais- de la Tunisie, mais... Pourquoi pas vous? Mais je crois que vous vouliez que Mme Perrine Voilà, d'accord. puisse... Pardon, que Mme Perrine. Où est l'avenir politique Poser de sa Bertrand question. Delanoë après 2014, après Paris? Mais moi, je ne me pose pas la question. J'ai déjà dit à M. Durand, qui aime bien me poser cette question, j'ai une tâche à accomplir jusqu'à mars 2014. Je vais l'accomplir totalement jusqu'à la dernière heure et avec passion, je vous le dis franchement. Après, eh bien, je serai un citoyen Vous êtes engagé. comme Martine Aubry, vous ne renoncez à rien. Je ne sais pas s'il faut me comparer à Martine Aubry, faites comme vous voulez. Mais ce Regardez que je comment sais, on vous écoute, le ce matin. que je Regardez. sais, c'est que j'ai très envie que Paris aille bien après moi. C'est pour ça que je soutiens avec beaucoup de conviction et d'affection Et alors Anne Hidalgo. J'espère que ma ville se développera, aura des projets ambitieux après mars 2014. Quant à moi, je suis un homme libre à 100%. Je suis un homme qui exerce ses responsabilités à 100%. J'aime mon pays. Je suis solidaire de mes amis qui sont en responsabilité aujourd'hui. Je pense notamment au président de la République. Voilà, je me pose... Donc vous êtes disponible pour l'aider? Non, j'ai... Dans un futur gouvernement peut-être. Chère madame, je n'ai aucun souci, aucune angoisse. On en parlait pas de J'aime ça. vivre, j'aime aller en Tunisie, j'aime... Voilà. Donc si le coup de fil vient, vous le prendrez en tout cas. Le coup de Vous voyez la quinte de tout. Le coup de fil, monsieur Guillaume Durand.
Le coup de fil, je le prendrai. Ouais. Question, alors là, on sort de cette... Revenons aux choses sérieuses. Non, c'est sérieux. Vous êtes quand même un des leaders politiques de gauche les plus importants du pays, c'est donc une question sérieuse. La Tunisie, je disais tout à l'heure, pays d'adoption, c'est pays d'origine. Évidemment, les Tunisiens sont la métaphore de tous les Français, et d'ailleurs de l'ensemble de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabe après le printemps. Il y en a quand même une grande partie qu'on voit avec Perrine dans les journaux télévisés qui ne décolèrent pas après Charlie Hebdo en disant ils sont bien gentils, c'est rigolo enfermés à Paris, mais ils ne se rendent pas compte de l'impact de ce qu'ils font, notamment aujourd'hui, vendredi, avec la journée de la prière. Vous qui connaissez très bien ce pays, vous en pensez quoi de cette situation? Sont-ils irresponsables? Je pense que le peuple tunisien est un peuple qui, avec un courage formidable, et sans d'ailleurs les partis politiques, s'est libéré d'une dictature qui avait quelques décennies. Et que ce peuple formidable, qui a aussi ses points faibles, notamment sur le plan économique en ce moment, c'est un peuple qui veut à la fois réussir la démocratie et qui veut rester lui-même, c'est-à-dire tolérant, fraternel, tout en glorifiant sa culture arabe, musulmane. Et donc, effectivement, c'est un moment où en plus, il est combattu par des forces minoritaires violentes, je parle des salafistes, qui tentent de déstabiliser le pays. Donc, effectivement, je pense que les Tunisiens se seraient bien passés et du film abject qui a été fait aux États-Unis et de la polémique maintenant sur les dessins, parce que je ne sais pas si c'est des caricatures de Mahomet, les dessins qu'il y a dans Charlie Hebdo. Mais moi, je veux dire qu'en tout état de cause, il ne peut pas y avoir de limite à la liberté d'expression. Vous savez, j'ai discuté avec plusieurs dirigeants tunisiens, ou des Tunisiens, des citoyens, sur la polémique qu'il y avait eu à propos d'une exposition à la Marsa au printemps, qui était aussi un petit peu choquante. Et ce que m'ont dit ceux qui pouvaient être dérangés par telle ou telle œuvre, c'est de toute façon, nous ne devons jamais mettre de limite à la liberté d'expression des artistes. Donc, voilà, ces dessins de Charlie Hebdo ne tombent pas très bien, mais moi, je ne condamnerai jamais un journal ou un artiste ou un dessinateur parce qu'il exerce sa liberté. Mais on n'est pas obligé de les approuver. On a la liberté de s'exprimer. Vous les approuvez pas. Attendez. Et on a la liberté de dire que non, ça tombe pas bien. Mais, je vous le dis franchement, la liberté, elle n'a pas de prix. Mais elle peut avoir un coût. C'est-à-dire que si vous n'acceptez pas la liberté d'expression de quelque chose qui vous ne convient pas, alors vous mettez en cause votre propre liberté. Et donc, dans le cas de la Tunisie, je comprends la blessure parce que le peuple tunisien, comme les autres peuples musulmans, sont des peuples fiers et qui ont envie d'être respectés. Et en même temps, je leur dis, ce qui compte, c'est votre avenir à vous. Votre développement, la justice, la liberté, l'égalité femmes-hommes. Et ne vous occupez pas des provocations, ni des uns ni des autres. Assurez votre propre destin. Ayez confiance en vous. Vous avez tout pour réussir la démocratie et le progrès. Nous vous recevrons une prochaine fois, Bertrand Delanoë, car les sujets de conversation ne manquent pas. Merci, Perrine. Merci. Bon week-end à vous deux. Merci. Merci. La Grande-Bretagne et la France, sur la base du rapport établi par les experts, ont décidé aujourd'hui de relier leurs deux pays par un double tunnel sous la Manche. Depuis 1994, le tunnel sous la Manche a enregistré 300 millions de passagers, en train, en voiture ou en camion. Le tunnel a-t-il atteint ses objectifs? Réponse dans Attention Grands Travaux, aujourd'hui à 14h sur Public Sénat. 6 siècles après leur arrivée en Europe, les Roms continuent à vivre de caravane en bidonville aux portes de nos sociétés. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur de mettre un terme aux implantations sauvages de campements de Roms. Ce sont des zones de non-droit qu'on ne peut pas tolérer en France. L'histoire des Roms est jalonnée de fantasmes. Les Roms subissent en effet d'importants préjudices et on doit changer les stéréotypes. Ce qui pour nous représente le plus grand progrès, c'est que le nombre de Roms éduqués augmente chaque année. On voudrait montrer que les questions Roms ne concernent pas uniquement la communauté des Roms, elles concernent toute l'Europe. Roms, premier peuple européen, demain à 22h sur Public Sénat.
Thank you.